Cette vidéo est relative au colloque actualisation droit de l'Internet qui s'est tenu le vendredi 11 mars dernier à la faculté de droit de Montpellier et lors duquel je suis intervenu sur Internet et responsabilité des prestataires techniques et donc pour exposer l'actualité qu'il y a eu dans ce domaine en 2021. Donc nous allons voir ces réformes qui sont intervenues dans le domaine de la responsabilité des prestataires techniques en 2021. Comme le disait Albert Camus lors de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957, « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Notre génération, quant à elle, est très encline à adopter de nouveaux textes. Et l'année dernière, en 2021, de nouveaux textes sont intervenus pour réglementer la responsabilité des intermédiaires techniques. Une ordonnance de 2021 transpose une directive sur le droit d'auteur. La loi du 30 juillet 2021 est relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. La loi du 24 août 2021 relative aux principes de la République. La loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Eh bien, tous ces textes sont venus réformer le domaine de la responsabilité des intermédiaires techniques et notamment rajouter une nouvelle qualification à ces intermédiaires techniques. Alors, on connaissait la qualification de fournisseurs d'accès Internet, d'hébergeurs, de fournisseurs de cache, qui étaient des qualifications qui avaient été créées lors de l'adoption de la directive 2000 sur le commerce électronique et qui a été transposée dans la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique. À ces qualifications d'origine sont venues s'ajouter celles d'opérateurs de plateformes en ligne en 2016, de services d'intermédiation en ligne et moteurs de recherche par le règlement européen plateforme du business en 2020, celle de services de plateforme de partage de vidéos par l'ordonnance de 2020, et puis enfin voilà la dernière qualification qui a été créée, celle de fournisseur d'un service de partage de contenu en ligne, créée par l'ordonnance de 2021 qui transpose une directive droit d'auteur de 2019. Alors on va voir un petit peu quelles conséquences cette nouvelle qualification peut avoir sur le régime de responsabilité des intermédiaires techniques. Vous vous souvenez peut-être que ce principe de responsabilité est particulier concernant les intermédiaires techniques et notamment pour les hébergeurs. Vous savez peut-être qu'en principe, ils ne sont pas responsables. C'est l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui pose ce principe. Ils ne sont responsables que si, une fois informés du caractère illicite du contenu qu'ils hébergent, ils ne le suppriment pas promptement. Et la Cour de justice de l'Union européenne, en 2021, a eu à statuer sur la qualification de la plateforme YouTube pour savoir si elle pouvait bénéficier de ce régime de responsabilité, si elle était ou non qualifiée d'hébergeur et si elle pouvait voir sa responsabilité engagée du fait du stockage de contenu protégé par le droit d'auteur et donc engager sa responsabilité au titre de la contrefaçon. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit que YouTube est un hébergeur. Cette qualification d'hébergeur n'a rien de nouveau, elle avait déjà été reconnue par les juridictions parisiennes en 2008 et en 2009. Alors avec cette nouvelle qualification qui est créée de fournisseur de services de partage de contenu en ligne, il risque d'y avoir des conséquences sur le plan de la responsabilité de ce type de plateforme parce que, alors vous voyez sur cette diapositive que ces fournisseurs de services de partage de contenu en ligne sont définis de manière très précise. Il s'agit des personnes dont l'objectif principal est de stocker, et là on retrouve la clé de la définition du fournisseur d'hébergement, il stocke et donne au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés
qui sont téléversés par ces utilisateurs que le fournisseur de services organise et promeut en vue d'en tirer un profit direct ou indirect. Donc on voit une qualification très précise avec des exclusions. Cette qualification ne s'applique pas aux encyclopédies en ligne, notamment, et aux places de marché en ligne, et avec une définition de ce que l'on entend par quantité importante d'œuvres, avec un décret même qui précise le nombre d'œuvres, etc. Donc on a une définition très, très précise de ce type de fournisseur de partage de contenu en ligne et qui semble justement bien adapté aux plateformes du type YouTube, avec des conséquences sur le régime de responsabilité. Donc on a vu que, en principe, les hébergeurs n'étaient pas responsables. Eh bien, cet article du Code de la propriété intellectuelle vient renverser ce principe de non-responsabilité pour dire que ce type de plateforme sera responsable du contenu hébergé, protégé par le droit d'auteur, et donc si cette plateforme ne demande pas l'autorisation des titulaires de droit d'auteur, sa responsabilité pourra être engagée au titre de la contrefaçon. Donc on voit bien qu'il y a un renversement total du régime de responsabilité, d'un régime de non-responsabilité vers un régime de responsabilité. Cependant, ces articles du Code de la propriété intellectuelle prévoient des limites. Dans certains cas, ces plateformes ne seront pas responsables lorsque, notamment, elles feront toutes les diligences pour lutter contre la contrefaçon, justement. Donc voilà un article là qui inverse le régime de responsabilité, mais qui était très précis. Il est très précis, il est uniquement dans le domaine de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur en particulier, et ce qui signifie qu'en dehors de son champ d'application, en dehors du droit d'auteur, on reviendra aux autres qualifications et donc aux autres régimes de responsabilité qui sont prévus pour les hébergeurs, pour les plateformes en ligne et pour les services de plateformes de partage de vidéos. Donc attention donc à ne pas trop extrapoler ce régime de responsabilité qui est donc très particulier. Le critère demeure de celui du rôle actif ou passif joué par l'intermédiaire technique pour savoir s'il bénéficie ou non de la qualification d'hébergeur. Si la plateforme, le prestataire, joue un rôle actif, on lui reconnaîtra une qualification d'éditeur. Par contre, s'il ne joue qu'un rôle passif, alors il pourra être qualifié d'hébergeur. Donc il s'agit du fameux critère qui a été adopté par la Cour de justice de l'Union européenne en 2010 et qui est encore appliqué par les juridictions. En 2020, on a vu par exemple que Airbnb avait pu, au crible de ce critère, être qualifié d'éditeur. Bien, en 2021, le tribunal de Paris a qualifié le prestataire Booking d'éditeur, puisqu'il a reconnu, la juridiction a reconnu le rôle actif de Booking par rapport au contenu des loueurs qu'il héberge, puisqu'il mettait en avant certaines annonces, certains contenus, selon ses propres critères, à sa discrétion. Et donc on voit bien qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime donc d'hébergeur. Parmi les autres réformes que l'on trouve l'année dernière, il y a également celle de la modification de l'article 6.1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui ajoute au paragraphe 7 notamment de nouvelles infractions à la liste des infractions de haine en ligne, avec l'ajout de l'infraction de négation, banalisation des crimes contre l'humanité. Le législateur a également rajouté une nouvelle procédure qui vient se substituer à l'ancienne, à l'article 6.1.8 de la LCEN, avec une procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, donc lequel peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service
de communication au public en ligne. Donc on voit bien que les attributions de ce président sont pour obtenir la suppression de contenus illicites auprès de toute personne susceptible d'y contribuer. Donc on voit que cette nouvelle procédure est à la fois plus large mais plus étroite que la précédente. Plus étroite parce que avant cette procédure, il était possible d'agir devant toute autorité judiciaire, donc aussi bien devant le tribunal de commerce que le tribunal judiciaire, mais on voit qu'avec la nouvelle procédure, on ne pourra agir que devant le tribunal judiciaire et non devant le tribunal de commerce. Avant, on pouvait également agir en référé ou sur requête donc demander également une demande de provision. Là, avec cette nouvelle procédure, on ne pourra pas demander de provision puisque les pouvoirs du président sont limités à des mesures de suppression, de prévention et de suppression de contenu. Donc on voit, et par contre, la nouvelle procédure est plus large parce qu'elle prévoit la possibilité de prescrire ces mesures à toute personne susceptible d'y contribuer et pas uniquement aux fournisseurs d'accès ou d'hébergement comme cela a été prévu dans l'ancienne procédure. Donc on voit des modifications et une volonté apparemment du législateur de vouloir spécialiser certaines juridictions dans le domaine de l'Internet. Outre cette réforme, on remarque également la création dans la LCEN d'un nouvel article 6-3 qui crée une nouvelle procédure d'injonction administrative pour les sites miroirs haineux. Cela signifie que lorsque un site qui contenait des infractions de haine en ligne, qui diffusait de la haine en ligne, a été condamné, il est possible de demander à l'autorité administrative, par toute personne intéressée, de bloquer, de supprimer tout site miroir qui se ferait donc le reflet de ce site haineux. Donc on voit qu'il y a ici l'extension d'une procédure d'injonction administrative qui existait déjà et qui est élargie là ici pour les sites miroirs haineux. Cette procédure d'injonction administrative est également créée pour les sites miroirs contrefaisants, avec ici la possibilité d'agir et de demander cette suppression auprès de l'Arcom. Donc lorsqu'il y a une décision passée en force jugée qui a ordonné une mesure de blocage d'un site contrefaisant, si ce contenu contrefaisant réapparaît dans le cadre d'un site miroir, le titulaire des droits qui avait obtenu gain de cause alors par le biais d'une procédure très spécifique qui est celle de l'article L336-2 qui elle aussi se passe devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme accélérée, cette personne pourra demander à l'Arcom la suppression de ce site miroir contrefaisant. Et là, c'est intéressant de voir le parallélisme avec la procédure concernant l'injonction administrative pour les sites miroirs haineux, parce qu'on voit que pour cette procédure, toute personne intéressée peut agir, alors que pour l'injonction administrative pour les sites miroirs contrefaisants, vous avez uniquement les titulaires de droit, donc pas toute personne intéressée. Et puis surtout, vous voyez que là, dans cette procédure, il faut être passé donc préalablement par la juridiction du président statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, alors que ici, pour cette procédure, vous pouvez agir quelle que soit la juridiction qui avait condamné le contenu illicite. Donc on voit ici que le champ de cette injonction administrative est assez étroit et on se demande pourquoi ne pas l'avoir élargi aux décisions de justice qui ont été rendues par le tribunal judiciaire ayant condamné des sites contrefaisants. On se demande pourquoi c'est aussi limité. Le législateur a également créé l'année dernière un article 6.4 qui s'ajoute à la LCEN et qui vise les opérateurs de plateforme, lesquels doivent désormais
concourir à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. Ce sont les infractions de l'article 617 de la LCEN. Et également, on rajoute les infractions d'injures caractérisées spécifiques qui sont visées à l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881. Donc ces opérateurs de plateforme vont devoir adopter des mesures, des moyens humains et technologiques, créer des points de contact, offrir des moyens de recours internes, donc pour mieux lutter face à ces infractions de haine en ligne. Le législateur ajoute également un article 6.5 à la LCEN qui prévoit l'obligation également pour les opérateurs de plateformes en ligne d'informer mieux les mineurs de moins de 15 ans qui doivent consentir avec leurs parents pour l'utilisation de ces plateformes, et donc avec une obligation pour ces plateformes de les informer sur les risques juridiques auxquels ces mineurs s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenu haineux. Voilà, donc on voit ici également une nouvelle disposition visant à lutter contre la diffusion de contenu haineux en ligne par les mineurs de moins de 15 ans. Le législateur a également créé en 2021 l'ARCOM. Alors l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est née d'une fusion entre l'ancien CSA et la Hadopi. Ses missions sont notamment de contrôler les plateformes dans leur lutte contre la manipulation de l'information. On sait que ces plateformes ont des obligations depuis la loi de 2018 dans le domaine de la manipulation de l'information et donc des fausses informations, des fake news. L'ARCOM devra également vérifier le respect de leurs obligations par les plateformes pour lutter contre la haine en ligne, donc par rapport à la loi de 2021, donc ce qu'on a vu avec la création dans la LCEN d'un nouvel article. Également, l'ARCOM doit vérifier le respect de leurs obligations par les plateformes pour lutter contre la contrefaçon. Alors, on a vu donc cette nouvelle procédure d'injonction administrative qui va pouvoir être appliquée par l'ARCOM. Mais en fait, comme l'ARCOM récupère les anciens pouvoirs de l'Hadopi, elle va pouvoir continuer à sanctionner les pirates, ceux qui diffusent et qui accèdent à Internet pour diffuser des contrefaçons. Donc le pouvoir de sanction de l'ARCOM demeure toujours la possibilité pour l'ARCOM de sanctionner par des réponses graduées les contrefacteurs en cas de contrefaçon sur Internet, mais également s'ajoutent de nouvelles sanctions possibles, notamment pécuniaires, avec la possibilité pour les plateformes qui diffusent des contenus de haine en ligne, de les sanctionner à hauteur d'une amende de 20 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc vous voyez ici des sanctions qui sont tout à fait comparables à celles qui sont prévues dans le règlement général pour la protection des données personnelles, avec des amendes d'un niveau assez élevé et qu'on voit qui sont destinées à lutter de manière plus efficace contre la haine en ligne lorsque cette haine est diffusée par des plateformes importantes, notamment par les GAFA. Alors, à ces réformes s'ajoute également une modification de l'article 6.2 de la LCEN. Cet article, c'est un article qui permet de demander aux fournisseurs d'accès et d'hébergeurs de communiquer les données qui permettent d'identifier les personnes qui utilisent leurs services lorsque ces personnes sont anonymes. Donc cet article permettait de demander les données d'identification de ces personnes. Mais il a dû être modifié parce que la Cour de justice de l'Union européenne a adopté une décision en 2020 qui est venue interpréter la conservation de ces données par les fournisseurs d'accès et d'hébergement. Également, un arrêt du Conseil d'État du 21 avril 2021 est venu également affirmer qu'il fallait réformer notre réglementation concernant
la détention de ces données par les intermédiaires techniques. Et donc finalement, le législateur a adopté une loi le 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Donc c'est cette loi qui modifie l'article 6.2 de la LCEN et qui modifie complètement, dans le fond, la détention et la conservation de ces données par les fournisseurs d'accès et d'hébergement, avec un renvoi désormais à l'article 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, avec une nouvelle définition des finalités pour lesquelles ces données doivent être conservées. Et l'article 34-1 prévoit notamment que ces données ne doivent être conservées par ces intermédiaires techniques que pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Donc vous voyez qu'au passage, on supprime ici comme finalité la possibilité de demander la communication de ces données pour les besoins des procédures civiles. Et il faut ajouter que cette réglementation restreint également la possibilité d'obtenir désormais les adresses IP, puisqu'il est indiqué dans l'article 34-1 du Code des postes qu'on ne pourra obtenir cette adresse IP que pour les besoins de lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Donc on voit que finalement l'adresse IP ne pourra être obtenue que pour des infractions graves, et que si vous êtes même face à une personne anonyme qui effectue une contravention, par exemple, donc qui est réprimée par une peine de contravention, ou même une personne anonyme qui effectue tout simplement une infraction civile, il ne sera pas possible de l'identifier parce que notamment on ne pourra pas obtenir cette adresse IP, et de toute façon, donc, pour les besoins de procédure civile, comme je vous l'indiquais, cela maintenant est banni puisque le législateur n'a pas prévu que les fournisseurs d'accès et d'hébergement pouvaient conserver ces données pour les besoins des procédures civiles. Donc, au final, on a une réforme qui est très profonde là, du droit à l'anonymat, du droit plutôt plus précisément du droit de l'identification des personnes anonymes. Le décret de 2011 qui était rattaché à l'article 6.2 a été supprimé, abrogé, pour être remplacé par deux nouveaux décrets qui viennent déterminer les données qui doivent être conservées. Et donc au final, on constate qu'on a un renforcement de l'anonymat sur Internet, puisqu'il ne sera plus possible d'identifier les personnes qui commettent des infractions civiles, alors que déjà on se plaint que Internet ressemble à une zone de non-droit, parce que beaucoup de textes, notamment je pense à la loi de 1881, sont inadaptés à l'Internet. On voit ici, alors que les politiques avaient fait de beaux discours pour dire qu'il fallait lutter contre l'anonymat sur Internet, eh bien on voit que ici c'est le contraire qui est effectué. Le législateur adopte donc une nouvelle réforme, une nouvelle loi qui vient renforcer l'anonymat sur Internet et donc renforce la zone de non-droit sur Internet. De mon point de vue, cette réforme m'apparaît anticonstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité et d'accès à une juridiction, puisqu'on ne va plus pouvoir agir contre les personnes anonymes qui commettent notamment des infractions civiles. Donc j'attends pour l'instant de pouvoir faire passer cette QPC que j'ai toujours pas réussi à faire passer. Donc on verra si dans l'avenir, moi ou quelqu'un d'autre réussira à faire passer cette QPC pour que cette réforme soit étudiée par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur ces nouvelles dispositions. Donc au bilan, on voit que l'année 2021 a été très riche en réformes concernant la responsabilité des intermédiaires techniques, avec 2 pas en avant concernant la lutte contre la haine en ligne et la lutte contre la contrefaçon, mais par contre, de mon point de vue, un immense pas en arrière avec un renforcement de l'anonymat sur Internet. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Merci beaucoup.